je vous demanderai, avant de continuer les débats, et parce que nous sommes dans une tranquillité, à mon avis, totale, nous avons dans cette Assemblée à peu près les 40% qui sont issus de l'immigration, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient italiennes, qu'elles soient espagnoles, ou qu'elles soient arméniennes, ou qu'elles soient tout autre, et nous ne tolérons pas une pancarte qui n'a pas sa place dans cette enceinte. Donc vous m'enlevez, je demande aux appariteurs de m'enlever ces pancartes qui n'ont pas leur place ici. Voilà, donc on continuera quand les appariteurs auront enlevé ces pancartes. Madame le maire, c'est un moyen de dire justement non au racisme. Parce que nous venons, vous venez de le dire, nous venons d'une société multiple, issue de différentes immigrations. Nous sommes un seul peuple. Le racisme n'a pas sa place dans la République. Et c'est pour ça que nous avons ces pancartes, madame le maire. Il n'est pas question que vous enleviez ces pancartes, selon moi. Alors, tu vas les enlever tout de suite, hein. Mais madame le maire, je ne vous... Marc, je te respecte, mais tu me respectes également, hein. S'il te plaît, on n'est pas là pour... Non, je sais que tu as besoin d'un électorat. Je pense qu'on exagère. Je pense qu'on exagère un peu trop pour avoir certains types d'électorats. Heureusement, ils ne sont pas imbéciles. Ils ne votent pas forcément pour les gens qui sont dans l'outrance. Oh là là, quelle honte! Quand même, Marc, franchement, c'est pas le lieu. C'est pas le lieu. Donc je te demande de retirer les pancartes. Je ne vais pas faire de la violence à l'égard de toi. Je te connais depuis trop longtemps. Bon, c'est vrai que tu es dans une attitude, tu campes une attitude. Je pense que toutes les minorités de ce pays ont plutôt envie d'être dans l'universalité de la nation française plutôt que d'affirmer ce type de différence imbécile. Voilà. Donc on se calme, on enlève ces trucs et on continue le conseil municipal normalement. Tu affiches des idées qui de toute façon sont celles de tout le monde. Nous sommes tous dans cette salle contre le racisme et nous avons tous des tas d'amis et même de la famille qui sont issus de l'immigration. Moi-même, je suis issu d'une immigration à la fois, j'allais pas dire corse parce que Jules va me sauter dessus, mais d'une immigration qui est à la fois italienne, peut-être même allemande, etc., etc. Donc on est tous des gens issus de l'immigration. Mais il y a une chose qui nous unit, c'est la nation française, c'est la nationalité française et c'est l'amour de la France. Donc je te demande de ne plus recommencer ce type de manifestation dans cette enceinte qui est faite pour la tranquillité d'un conseil municipal où tout le monde est respecté. Jamais, dans ma vie, il ne m'a été reproché l'irrespect à l'égard de quiconque. Donc après, il y a eu une manifestation que j'ai regrettée, je l'ai dit publiquement. Tout à l'heure, je vais vous présenter des délibérations qui en sont la sanction. Donc, j'ai pas commencé par ça, parce que je considère qu'on doit rester dans la tranquillité d'un conseil municipal. On fait notre conseil municipal en fonction des règles d'un conseil municipal. J'ai vu ce machin en me tournant, je trouve que c'est totalement inutile. Alors après, si vous voulez faire des manifestations dehors, à condition qu'elles soient acceptées, il n'y a pas de problème. Donc on va continuer notre travail, et je vais demander à M. Duponchel, qui a fait un travail extraordinaire pendant toute la période Covid, qui a été remarquable, et croyez-moi, il est resté debout et on en avait besoin. Voilà. Non, mais enlevez les pancartes. Hein. Je demande aux appariteurs d'enlever les pancartes. Marc, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu n'as pas fait mai juin 68. Moi, j'ai fait mai juin 68. Non, madame le maire, j'étais tout petit. Tu as honte? Tu n'as pas honte de me montrer ta différence d'âge avec moi? Madame le maire, c'était pas Marc, tu es ridicule. Rien dit d'autre. Marc, on est dans un conseil municipal, tu te rends ridicule. Alors s'il te plaît, on travaille ensemble. On travaille ensemble. Mais non, mais tu luttes de rien du tout. Tu n'as pas fait la guerre. Arrête. Non, mais arrête, s'il te plaît. Allez. Mais mes parents, mes grands-parents ont fait la guerre. Mais elle est bien aussi. Oui, voilà. Non, mais puisque vous dites ça, ça n'a rien à voir, madame le maire. C'est une manifestation. Ce n'est pas une manifestation. Pas dans le conseil municipal. C'est simplement des pancartes spécifiques. Pas dans le conseil municipal. Mettre en avant un problème que j'espère nous allons résoudre. Mais on va le régler tout à l'heure. Oui, et un problème qui vous concerne, madame le maire, qui ne nous concerne pas. Donc le racisme, il concerne encore la société française. Et il concerne... Oh, c'est pas vrai. Non. Bah, écoutez, je refuse ce type d'amalgame.
La société française n'est pas une société raciste. Mais j'ai pas dit ça. Tu as des racistes C'est pas partout. pareil. Ce n'est Tu en pas as même en Afrique des racistes. Ce Tu en as n'est- partout. Mais il y en a partout. Voilà, bon. Absolument, Madame le maire. Il y en a Alors, pas au conseil Malheureusement. municipal. Donc, Tu m'enlèves ces pancartes autrement, je vais demander à la police d'intervenir et de les enlever. on C'est ce va que tu attends. l'enlever, Madame En le fait, maire, c'est ce que on tu va veux. l'enlever. Je suis là aujourd'hui surtout pour faire un travail qui ne me plaît pas. Qui ne me plaît pas parce que ça concerne quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça concerne quelqu'un qui n'a pas démérité, qui a été dans la municipalité depuis 2001, qui a fait un travail extraordinaire dans les quartiers, qui a également travaillé auprès des populations musulmanes, sans exclusive, avec un dévouement absolument extraordinaire, mais une de nos collègues qui a partagé un tweet que j'ai considéré comme étant violent. Ce tweet mettait en scène un enfant, quelles que soient les idées que l'on peut avoir, défendables ou pas. On n'a pas le droit d'instrumentaliser un enfant. Et autant j'avais pardonné quand c'était des imbécilités, qui ne me plaisaient pas, bien sûr, mais j'avais pardonné parce que l'essentiel n'était pas là, et j'avais demandé à Françoise de ne pas recommencer. Elle a recommencé en partageant un tweet. Alors elle dit, dans les excuses qu'elle fournit, qu'elle nous a fournies à tous, elle nous dit que ce n'était pas elle. Peut-être, j'en sais rien. C'est peut-être pas elle, c'est peut-être quelqu'un de son entourage. En tout cas, elle doit assumer ce qu'elle n'a pas fait. Donc, la mise en scène d'un enfant était totalement violente. Le geste de cet enfant était d'une vulgarité totale. On nous met un geste diabolique avec des traits magnifiques. C'était un enfant blond, ça aurait pu être un enfant brun ou autre. Et avec des traits magnifiques et un slogan complètement imbécile. Nous sommes des élus de la République, nous sommes là pour assurer la tranquillité à toutes les communautés. Nous ne sommes pas là pour faire des discriminations, pour faire des différences. Et j'ai décidé, à ce moment-là, de retirer à Madame Terme les responsabilités qui étaient les siennes au niveau du jazz de Bouffa, parce que je considérais que Madame Terme ne pouvait pas assumer le destin d'une population qui est au moins pour le tiers musulmane et que je respecte totalement. Madame Terme n'avait pas à avoir ce tweet que j'ai jugé insultant, que j'ai jugé dangereux pour la tranquillité publique et pour l'ordre public de cette ville où je me suis toujours assurée de ce que toutes les communautés puissent vivre ensemble harmonieusement. Nous l'avons fait avec la politique de la ville, avec Bernard, avec Sophie, avec sur le SLSPD Sylvain, et nous avons fait le nécessaire pour faire un travail extraordinaire. Je ne pouvais pas tolérer qu'une de mes élus ait ce type de comportement. Donc je lui ai écrit, suite à ce qu'elle avait dit dans la presse, et ce qu'elle vous avait dit à tous, qui était à mon avis pas satisfaisant et pas suffisant. Je lui ai écrit pour lui dire, Françoise, je te retire la gestion de la coordination de la population du jazz bouffant, mais pas que. Je pense que tu peux peut-être continuer à officier au Grand Net, mais je ne peux pas te laisser le titre d'adjoint. Tu ne peux pas être adjoint de cette ville avec un tel comportement. C'eût été insultant pour les communautés. Là, on est tous dans la communauté française. Je n'aime pas parler de communauté, moi. Pour moi, il n'y a pas de communautarisme, il y a la communauté française, point barre. Donc, ces personnes venues d'ailleurs, je ne tolère pas qu'on insulte qui que ce soit dans ma ville. Un être humain est un être humain, quelles que soient ses idées, quelle que soit sa confession religieuse. Un être humain doit respecter l'autre et nous devons tous respecter les êtres humains. C'est au titre du respect de l'autre que j'ai décidé de vous demander de priver Françoise de son poste d'adjoint. Et je l'ai fait en conscience. Pas facilement, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour la ville. Françoise avait décidé de se défendre autrement, bêtement, maladroitement. D'abord en disant que ce n'était pas elle. Je crois que quand on a fait une connerie, il faut le reconnaître. Mais également sans s'excuser. Et j'ai trouvé ça
complètement insupportable. Et pour autant, j'ai beaucoup de peine, parce que je continue d'avoir beaucoup d'affectivité pour Françoise. Elle a fait ses excuses en insistant sur ce qu'elle était. Vous avez tous pu apprécier qui était Françoise. Françoise, pour gagner sa vie, elle travaille dans les cirques, c'est pas facile. C'est quelqu'un qui a fait tous les métiers. C'est quelqu'un qui, lorsqu'elle s'est occupée de la sécurité dans les supermarchés, a trouvé du boulot à des gamins des quartiers. Donc c'est Françoise qui a travaillé avec les gamins des quartiers, avec les habitants des quartiers. Donc ça me faisait de la peine et je sais qu'en prenant cette décision de vous présenter ce vote, je lui ai arraché le cœur. Mais pour autant, je ne peux pas ignorer ce comportement parce que ça nous retombe sur tous. Si nous ne passions pas au vote, je pense que quelque part nous approuverions ce genre de tweet. Je le dis et je le redis. Lors de la séance que j'ai faite avec la majorité, j'avais demandé à Isabelle de venir pour nous faire un exposé, Isabelle Lorient, sur le tweet. J'ai demandé à chacun d'entre vous de faire attention lorsqu'il s'exprime sur les réseaux sociaux. Pas d'appel à la haine, pas d'exclusive, pas de discrimination. Quand on est élu de la République, on n'est pas là pour ça. On est là pour défendre les autres, on est là pour être au service de la collectivité. Donc, très clairement, j'engage chacun de vous à faire très attention. Je sais qu'il y a des malades des réseaux sociaux. Je n'en suis pas. C'est pas ma pratique, c'est peut-être pas ma génération non plus, et que j'ai une peur terrible de ce monde qui s'annonce et qui risque d'être un monde tellement mécanisé qu'il ambitionne de remplacer l'être humain par des robots. Alors donc, je me suis toujours opposée à ce genre de pensée. J'ai assisté un jour à l'intelligence artificielle, l'exposé présenté par Jean-Yves ou Yves Le Drian, qui était un exposé très brillant, j'ai rien compris. Je ne pense pas que lui, il ait compris grand-chose non plus. Mais très clairement, je vous engage à faire très très attention à tout ce qui est réseaux sociaux, à tout ce qui est dans l'emportement du moment. On n'a pas le droit de dire des choses qui peuvent blesser l'autre. On est une communauté nationale. Je pense que la France a une ambition d'universalité. On est la patrie des droits de l'homme et du citoyen et on doit le démontrer. On doit le démontrer même lorsqu'on dit certaines choses qui peuvent déplaire à certains. Et je suis capable de tenir des propos qui peuvent déplaire à certains. Pour la protection de mon pays, pour ce que je juge être la protection de l'identité française, parce que tout le monde entier nous a respectés, le monde entier nous a imités. Et je pense que tous ceux qui sont issus de l'immigration, à quelque niveau que ce soit, quelle que soit l'immigration, se sentent aujourd'hui, globalement, faire partie intégrante de la communauté française. La communauté nationale, il n'y en a qu'une, c'est celle de la France, c'est celle des Français. Pour ça, tout à l'heure, que je t'ai demandé de retirer les pancartes, parce que je trouve que nous avons affaire à une prise de responsabilité qui est grave, c'est d'exclure un de nos collègues qui s'est battu à nos côtés depuis des années et qui est quelqu'un de bien, qui est quelqu'un qui a eu une enfance difficile, très difficile, et qui a toujours aidé tout le monde. Je ne l'ai pas fait avant, d'abord parce que je n'étais peut-être pas en état de vous dire tout ce que je viens de vous dire, mais aussi parce que Françoise a perdu sa maman dans la foulée et qu'elle a été admise avec des sérieux ennuis cardiaques à l'hôpital. Je pense qu'elle a mesuré a posteriori ce qu'elle avait fait. Elle aurait dû s'excuser. Je ne sais pas si aujourd'hui, si elle s'était excusée avec les mots qu'il fallait, j'aurais le courage de vous présenter ce que je viens de vous présenter. J'aurais peut-être demandé à Gérard ou à Sophie de le faire. Pour autant, je le fais avec tout ce qui entoure. Et je redis, malgré toi, Françoise, qui va m'en vouloir terriblement, que quel que soit ce comportement, je continue d'avoir pour elle une immense affection, parce que je sais par où elle est passée toute sa vie, et que rien n'a été facile pour elle, rien. Et que pour elle, être un élu de la République, c'était extrêmement important. Alors j'avais parlé de ça là, parce que j'imaginais qu'on pouvait prendre un homme. Eh bien non, c'est une femme qui s'en va, donc c'est une femme qui doit être prise. Et
c'est avec plaisir que je vous présenterai dans une délibération la candidature de Stéphanie. Je ne suis pas allée chercher loin. J'ai pris dans la foulée, dans la liste, c'est-à-dire j'ai pris celle qui suivait et qui méritait d'être élue puisqu'elle était dans les premiers dans la liste qui a été élue. Mais Stéphanie, en même temps, est une athlète de haut niveau. Son mari était champion du monde de handball. Et les deux sont deux athlètes de haut niveau. Et je dois dire que Françoise est un athlète non pas de très haut niveau, mais de très bon niveau. Son mari est un athlète de haut niveau. Et quand elle a tenté maladroitement de s'excuser auprès de moi, Françoise m'a dit que son mari avait fait retentir la Marseillaise à l'étranger lorsqu'il a été champion olympique. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup fait de peine. Ça a ajouté à la peine qui était la mienne. Nous avons affaire à un couple qui mérite, un couple qui s'est toujours battu, y compris pour la France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de chagrin à vous dire ce que je vous dis et à vous demander ce que je vais vous demander. Alors, je terminerai par Salah, je vous l'ai déjà dit, Salah est un garçon formidable qui va garder la coordination du Jazz de Bouffam parce qu'il le mérite, parce que c'est un garçon de très très grande qualité qui est arrivé au Jazz de Bouffam à l'âge de 9 ans et il a grandi à l'école de la République. Et parce qu'il a suivi l'école de la République et parce qu'il est français à part entière, à 100%, que Salah est devenu ingénieur de profession. Et il a fait honneur à notre pays en s'intégrant de la manière dont il l'a fait. Donc, j'ai grand plaisir à maintenir Salah, évidemment, dans ses fonctions. Il ne sera pas adjoint, il sera certainement la prochaine fois. Et de vous dire que Stéphanie est aussi quelqu'un de méritant. Elle travaille aux côtés de Karima, mais c'est surtout Karima qui fait le travail dans les délégations qui sont les siennes. Et elle s'occupe surtout du protocole. Eh bien, sans lui demander, je lui ai dit, tu t'occuperas également des granettes, qui était l'occupation aussi de Françoise, où elle a très bien travaillé. Françoise a très bien travaillé aux granettes. Et je dois dire également, elle a très bien travaillé au Jazz de Bouffam. J'ai beaucoup de peine. Je vais vous présenter donc 2 délibérations. Dans l'une, je vous demande qui est pour, puisque c'est la loi. Les délibérations que je présente ne sont pas une option qui a été faite par moi. C'est la loi. Donc, c'est l'administration qui a dit exactement les termes dans lesquels je devais interroger le conseil municipal, puisque ça avait été moi. Je vois Michael, là, qui lui a fait un travail extraordinaire, mais il va intervenir tout à l'heure pour les commerçants. Et très clairement, ces questions sont posées par l'administration. Je les pose parce que c'est par moi que ça passe. Je vais vous en poser une où je vais vous dire qui est pour le maintien de Mme Terme dans ses fonctions d'adjoint. Et la deuxième, c'est qui est contre le maintien de Mme Terme dans ses fonctions d'adjoint. Qui s'abstient, bien sûr. Je n'y pensais pas. Qui s'abstient. Je ne pensais pas parce que je ne le lisais pas. On m'a tout écrit en gros, hein, parce que j'y vois d'un œil, je ne vois pas de l'autre, mais ça ne m'empêche pas de fonctionner. Est-ce que je peux vous demander le vote à main levée ou quelqu'un demande le vote à bulletin secret? Madame le maire, on voudrait surtout parler avant le vote, si c'est possible. Bien sûr. C'est Marc, non? Oui, merci, Madame le maire. Une intervention au nom du groupe Aix en Partage dans un moment important de notre vie municipale. Je dis important au conseil municipal puisque, vous venez de le dire, c'est lui qui va décider selon la loi, le code des collectivités locales, territoriales. C'est à nous tous, élus municipaux, qu'il revient aujourd'hui de voter pour ou contre le maintien, comme a dit Madame le maire, des fonctions d'adjoint de Madame Françoise Terme. Effectivement, Madame le maire, vous avez raison, ce n'est pas un acte innocent que d'enlever ces délégations à un élu de la République. Mais revenons aux faits. Vous avez présenté les choses à votre manière. Je comprends votre amitié à l'égard de Madame Terme, je comprends votre gêne, mais je constate
que vous avez su prendre vos responsabilités le 5 mars, un peu tardivement, mais enfin, vous les avez pris en retirant cette allégation à cet élu. Pour notre part, qu'est-ce que nous voulons dire? Il ne s'agit pas de propos, Madame le maire, imbéciles ou outranciers. Il s'agit de propos racistes. Il s'agit de propos xénophobes, véhiculés par Madame Terme, peut-être pas écrits par Madame Terme, mais selon la loi et en termes de responsabilité, vous le savez, vous êtes juriste, c'est exactement la même chose. Ces propos sont racistes, ces propos sont xénophobes et relèvent de la loi pénale. Ce que nous avons voulu dire à travers nos pancartes tout à l'heure, c'est que le racisme n'est pas une opinion, que le racisme, ce n'est pas des idées. Le racisme, c'est un délit qui n'a pas sa place dans la République. Ceci posé, il ne s'agit pas de clouer au pilori une personne. Nous ne jugeons pas en tant que personne. Moi, je ne la connais pas ou très peu, Madame Terme. Nous ne jugeons pas Madame Terme. Nous ne sommes pas un tribunal révolutionnaire. Non. Mais nous constatons des propos et vous-même, vous reconnaissez que c'est incompatible. Que c'est incompatible aujourd'hui avec ses fonctions d'élu. Je suis heureux que ce vote soit public et qu'ainsi tout le monde, dans ce conseil municipal, prenne ses responsabilités. Que notamment tous les élus qui étaient élus avec Madame Françoise Terme, que vous avez choisi, et dont vous pensiez qu'elle pouvait être un bon adjoint, notamment pour le Jas de Bouffan, mais de manière générale, que tous ces élus se prononcent clairement. Car ça sera un acte politique. Ça ne sera pas, je vous rassure, une infidélité à l'égard de Madame Terme en termes d'amitié, cela vous regarde. Mais ça sera un acte politique et c'est celui que nous attendons aujourd'hui. Pour notre part, nous ajoutons une chose. Je sais que vous ne serez pas d'accord avec cette analyse, mais elle me semble objective. C'est parce qu'il y a eu une mobilisation, non seulement un émoi, non seulement beaucoup d'habitants d'Aix, pas simplement du Jas de Bouffan, ont trouvé totalement scandaleux ces propos, mais aussi parce qu'il y a eu une mobilisation, des manifestations, des expressions publiques très diverses pour condamner ces propos. Et parce que nous avons relayé, depuis déjà 2 conseils municipaux, nous avons relayé cette lutte et notre demande à l'égard de Françoise Terme qu'aujourd'hui, nous arrivons à ce résultat. Pour nous, c'est une victoire politique. Ce n'est pas une victoire qui consiste, encore une fois, à dire « c'est bien, Madame Terme n'a plus de délégation et n'aura plus les indemnités attenantes ». Non, pas du tout. C'est une victoire politique parce qu'un élu de la République, vous l'avez dit, se doit d'être exemplaire. Ce n'a pas été le cas de Madame Terme, là. Je ne sais pas si elle l'a été pendant 20 ans auparavant, mais là, elle ne l'a pas été et selon moi, elle ne peut plus maintenant, effectivement, exercer des responsabilités exécutives et d'adjoint. En revanche, évidemment, on ne démissionne pas un conseiller municipal. Il est élu du peuple, donc elle reste conseillère municipale. Mais il y a un dernier point que je veux mettre en avant, que quelque part je vous demande. Elle est partie prenante de votre majorité politique, Madame Terme. Selon moi, en conscience, elle ne devrait plus faire partie de votre majorité politique. Vous devriez vous désolidariser totalement, politiquement, de celle-ci. Et ainsi, les choses seraient plus claires pour ce conseil municipal, mais aussi plus claires pour tous les Aixois et tous les Aixoises. Un dernier mot. Je partage comme vous, au moins autant, Madame le maire, l'amour de la République et son universalité. Mais justement, le racisme n'a pas sa place dans la République. Le racisme n'a pas sa place dans une République universelle. Nous avons aujourd'hui une société sous tension. Dans des moments de difficultés, de circonstances parfois graves et sérieuses, on en a connu d'autres dans notre histoire, ressortent souvent des mauvais penchants. Ressortent souvent des divisions, et parfois même plus. Et il y a des apprentis sorciers de toute origine.
pour utiliser cela. Donc il est très important de revenir au principe de la République. Lorsqu'un élu est à ce point défaillante, on ne doit absolument pas avoir d'état d'âme politique, je dis bien, politique dans ce que nous voulons faire. Voilà, pour ma part, je trouve que nous avons eu raison de venir avec ces pancartes. Je ne fais pas, Madame le maire, vous me connaissez, mais peut-être que vous pensez que je peux m'y mettre moi aussi dans ce bain politique, alors que je n'y suis que récemment. Nous ne faisons pas, je ne fais pas de l'électoralisme ou de la récupération politique. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça soit vraiment une rampe de lancement. Je crois que c'est plutôt les idées, les propos du Rassemblement national qui ont l'air de prospérer dans beaucoup d'esprits, parfois même des esprits qui se disent progressistes. Donc pour ma part, je trouve au contraire que nous agissons en courage, avec courage et en responsabilité. Et donc évidemment, nous voterons évidemment pour que Mme Terme soit démise de ses fonctions d'adjoint. Merci Madame le maire d'avoir permis de m'exprimer. Qui est pour le maintien de Mme Terme dans ses fonctions d'adjointe? Personne. Qui est contre le maintien de Mme Terme dans les fonctions d'adjointe? Nous avons l'unanimité dans les deux votes et il me plaît de constater que nous sommes toujours dans une France universaliste. Donc, je propose Madame Fernandez au vote de l'Assemblée. Alors, je vous donne le résultat donc, de Stéphanie Fernandez. Alors, il y a 48 exprimés, 10 blancs. Ça, c'est l'opposition qui s'était manifestée en disant on ne participe pas à vote ou on vote nul, ou on vote l'abstention. Et dans la majorité, il y a un nul et 37 votes favorables pour Stéphanie, qui est donc élue adjoint de la municipalité d'Aix-en-Provence. En fait, nous, on ne considère pas que ça soit totalement technique et on ne va pas épiloguer sur la situation, mais le Jas de Bouffon est un quartier qui a plus de 30 000 habitants. Quand on a des quartiers comme le Pont de Béraud qui en ont 6 ou 7 000 et qui ont un adjoint, c'est tellement disproportionné que ça ne nous paraît pas possible de ne pas voter un poste d'adjoint pour un quartier comme le Jas de Bouffon. Donc à partir de ce moment-là, nous ne voterons pas pour cette délibération. Ça n'a pas de sens de créer un sous-délégué au quartier du Jas de Bouffon. Et on vous interpellera régulièrement sur le fait que les habitants du Jas de Bouffon méritent de la considération comme les autres adjoints. Et vous avez évoqué l'argument de la parité, ce n'est pas un argument. Je ne doute pas que quelqu'un, un adjoint homme, aurait pu laisser sa place, il n'y a pas de souci. Dans une équipe municipale qui travaille ensemble, vous avez l'air de travailler très très bien ensemble. Vous êtes très solidaires ensemble, on l'a entendu pendant 1h30, donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un n'aurait pas pu laisser sa place ou fonctionner collectivement. Donc ce n'est pas un argument pour nous, et donc on votera contre ces deux délibérations. Merci. Madame la maire, je vous remercie. Je suis heureuse que vous soyez présente lors de cette intervention, parce que je crois qu'en plus, cette intervention, vu les propos que vous avez tenus tout à l'heure, en rappelant votre attachement au principe de la République, en rappelant que beaucoup d'entre nous étaient issus de cette immigration, de ces migrations qu'a connues la France, et aujourd'hui, la motion que vous demande Aix en partage, c'est que la ville d'Aix-en-Provence adhère au réseau des villes et des territoires accueillants. Alors, je vous rappelle que cette association a été créée en 2018 à Lyon, à l'initiative d'un certain nombre de communes, Grand-Sainte, Grenoble, Lyon, etc., qu'aujourd'hui, cette association comprend environ 33 villes et que dans le département des Bouches-du-Rhône, 2 villes sont concernées, c'est la ville de Martigues et la ville de Marseille qui vient d'adhérer à cette association des villes et des territoires accueillants. Alors le but de cette association, il est fixé par une charte et par des statuts. C'est la finalité de l'association des villes et territoires accueillants, c'est de créer un réseau entre les différentes collectivités publiques, les élus qui sont amenés à accueillir sur leur territoire des populations issues de l'immigration. Rassurez-vous, ce n'est pas une demande à ce que Aix-en-Provence accueille tous les immigrés de la France et de la planète. C'est uniquement des règles de bonne conduite, du respect des droits dans l'accueil des populations immigrées. Alors
je crois que ce qui a présidé à la création de cette association, c'est des raisons de principe et également des raisons pragmatiques. La raison de principe, c'est qu'on voit que dans notre société, nous connaissons, et notamment en matière d'immigration, une crise des valeurs qui sont mises à mal par les politiques européennes. Je vous rappelle que chaque jour, nous voyons la Méditerranée jonchée de cadavres. Et on voit aujourd'hui, par exemple, l'agence Frontex, qui est une agence européenne qui, soi-disant, joue le rôle de garde-frontière et qui bafoue le droit d'asile, le principe de l'absence de refoulement sans qu'une demande d'asile soit examinée. Cette crise des valeurs, deuxième constat, cette crise des valeurs, elle est d'autant plus préoccupante que nous ne pourrons pas empêcher des personnes de fuir leur pays en raison de la misère, en raison des guerres, en raison du réchauffement climatique. Et troisième élément, ces personnes qui arrivent sur nos territoires, nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération leurs droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, c'est le droit d'avoir un logement, un hébergement, le droit de pouvoir se nourrir, le droit à la santé et le droit à l'éducation quand il y a des enfants. Ce sont des droits imprescriptibles, des droits qu'on ne peut pas bafouer, qui sont solidaires les uns des autres. Et les communes adhérentes de l'Association des villes et territoires accueillants s'engagent dans leur statut et dans la charte à œuvrer pour satisfaire ces besoins fondamentaux et réserver le meilleur accueil possible à ces populations. Je prends quelques exemples. Par exemple, vous avez vu que le conseil départemental a été sanctionné par le tribunal administratif de Marseille en matière d'accueil de jeunes étrangers mineurs qui sont sur le sol marseillais, et le manquement aux obligations du conseil départemental a été sanctionné par le tribunal administratif. Je pense également aux étudiants étrangers, et je ne sais pas, il y aura peut-être une intervention sur les étudiants. Vous connaissez naturellement tous les difficultés que traverse la population étudiante. Les étudiants sont dans des situations dramatiques, mais les étudiants étrangers sont dans des situations encore plus dramatiques aujourd'hui, puisqu'ils ne peuvent pas avoir d'aide, ni d'aide familiale, ni de confort familial. Je pense également aux femmes. Moi, je vois beaucoup de femmes qui sont en situation de désespoir avec des enfants en bas âge à charge. Et je pense également à ces demandeurs d'asile politique, et je voulais rendre un hommage au collectif Agir, qui est créé depuis 5 ans et qui œuvre avec des bénévoles pour assurer une assistance juridique en termes de logement à des demandeurs d'asile, et cela naturellement en toute légalité et dans le respect des droits et de la législation applicable. Alors, en conclusion, ce que je voudrais dire, que ces propositions ne sont peut-être pas dans l'air du temps, mais qu'il faut vivre une réalité du XXIe siècle et il faut changer la donne. Je pense que tout à l'heure, Marc Pénat disait que ces idées ne sont pas forcément des idées qui permettent de convaincre un électorat, mais je pense que le populisme, et j'ai vu des interventions à la métropole de personnes du Rassemblement national qui étaient vraiment scandaleuses par rapport à ces valeurs fondamentales. La solidarité, elle est indivisible. Elle doit s'exercer pour toutes les personnes qui sont sous nos yeux, sous notre territoire. Il ne peut pas y avoir de personnes invisibles concernant la solidarité. Et je pense également que la crise sanitaire nous démontre chaque jour combien nos destins sont liés. Vaccins russes, vaccins chinois, on voit les prises de position politiques alors que nos destins sont tous liés. Je sais également que la ville d'Aix-en-Provence, naturellement, est confrontée à l'accueil des migrants et y apporte des réponses satisfaisantes. Je pense à certaines associations comme l'AITE, à laquelle la ville d'Aix-en-Provence verse des subventions, des associations qui s'occupent des cours de français pour les personnes étrangères. Et j'ai constaté également, en participant aux réunions fort intéressantes de la mission locale, combien ce problème est prégnant, puisqu'il y a des textes très précis et la mission locale est en lien avec l'Office du tourisme en ce qui concerne notamment le travail des populations immigrées qui arrivent
et les demandeurs d'asile. Et je sais également que la ville d'Aix-en-Provence s'est manifestée sa solidarité. On l'a vu récemment lors d'un conseil municipal en votant une motion de soutien au peuple arménien qui connaît des persécutions, à nouveau des persécutions, puisque c'est un peuple qui a connu le génocide. Je voulais dire également que je n'oublie pas tous ces immigrés qui font la richesse de notre territoire. La ville d'Aix-en-Provence a accueilli des réfugiés arméniens, hongrois, des réfugiés espagnols. On va fêter bientôt l'anniversaire de la République espagnole, des immigrés algériens, des immigrés venus, des personnes venues d'autres territoires. Donc je pense que la ville d'Aix-en-Provence, outre que ce réseau permet vraiment un accueil, une aide dans l'accueil des étrangers, je pense que la ville d'Aix-en-Provence s'honorerait en adhérant à l'association des villes et territoires accueillants. Je pense qu'elle serait à la hauteur de son histoire, de l'histoire de la France et des enjeux du XXIe siècle. J'espère donc que la ville d'Aix-en-Provence, qui est une ville d'eau et une ville d'art, ça a été rappelé, deviendra également une ville accueillante. Donc notre objectif, c'est que vous acceptiez de mettre à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal cette question. Naturellement, je peux remettre à vos services les statuts de l'association, la charte et également les délibérations de plusieurs conseils municipaux qui ont voté pour faire partie de ce réseau des villes accueillantes. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir donné la parole et d'être resté pour écouter mon intervention. Alors oui, ton message est plein d'espoir, ton message est beau dans l'absolu. Mais je n'adhère pas à une association que je ne maîtrise pas. Je voudrais quand même juste répondre une phrase, si vous le permettez, Madame la maire. Voilà, mais plus que ça, non seulement je mets quand même. Ville, mais vous ne répondez pas à ma question. La ville de Paris, la ville de Lyon, la ville de Martigues, la ville de Marseille ne sont là pour ne bafouent pas les droits. En fait, c'est un respect des droits fondamentaux. Il faudrait peut-être lire les statuts de cette association. On ne vous demande pas d'accueillir des sans-papiers, d'accueillir des gens qui font des actes répréhensibles. On vous demande un réseau d'échange de bonnes pratiques et de faire en sorte que cet accueil, en toute légalité, se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors, je pense qu'il aurait peut-être été intéressant que vous penchiez sur les statuts de cette association. Et quant au respect des principes de la République, vous avez l'air, à travers votre discours, de dire que c'est la population étrangère qui ne respecterait pas les principes de cette République. Moi, quand je vois M. Zemmour, qui est français, pourtant qui tient des propos racistes à longueur de journée sur les chaînes de télévision, l'apanage du non-respect des valeurs de la République, ce ne sont pas les étrangers, contrairement à ce que vous laissez entendre. Et je le répète, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est d'examiner... Pardon. Ce que tu dis commence à être faux. Non, le débat, c'est d'examiner les statuts de cette association. Et je le répète, les villes qui ont adhéré à cette association ne sont pas des villes qui sont là pour bafouer les droits. Au contraire, elles sont là dans le respect des principes de la République pour mutualiser des pratiques, des échanges, comme le fait la ville d'Aix-en-Provence en subventionnant certaines associations, en aidant par ce biais ces populations qui peuvent être accueillies dans des associations à la mission locale, etc. Ce n'est pas une proposition de transgresser le droit et les principes de la République. Et quand il y a un enfant qui est dans la rue, c'est un enfant qui soit algérien, africain, etc. Et l'intérêt supérieur de l'enfant, eh ben, ça doit être notre préoccupation principale. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas détourner le débat et j'aurais aimé que pour le moins, même si la décision n'est pas prise aujourd'hui, que votre équipe se penche sur les statuts de ces associations et sur la charte qui l'accompagne et qu'elle réfléchisse quand même sur le bien fondé de l'adhésion à cette association sans débat idéologique. Ce n'est pas un débat idéologique, c'est un débat qui se place dans le respect de droits fondamentaux et je pense qu'on aurait la ville d'Aix-en-Provence en vous rappelant tous les étrangers, hein, notamment je
Je pense à Manouchian qui s'est senti français et qui a participé à sauver la France. Donc voilà les quelques explications et je pense qu'il faudrait peut-être avoir le temps de la réflexion. On parlait des réseaux sociaux, mais parfois également, il n'y a pas que dans les réseaux sociaux on prend des décisions précipitées. Moi, je demande instamment qu'au moins vous vous penchiez sur les statuts de cette association. Madame le maire, lirai... je peux dire un mot, une phrase. Lirai... Après, je vous laisserai, Madame le maire, juste une phrase. Oui. Pour l'information du conseil municipal, vous avez cité Michel Rocard, mais vous ne l'avez pas cité jusqu'au bout. Parce que Michel Rocard a dit... J'ai cité la phrase qui a été retenue par la France entière. Oui, par ceux qui ont bien voulu retenir la première partie. Je vais vous dire quelle est la deuxième partie. Effectivement, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, mais nous devons en prendre notre part. Voilà ce qu'a dit Michel Rocard, ce qui correspond exactement à ce qu'on vient de vous proposer. Je ne suis pas tout à fait de ton avis. Je dirais simplement que je n'ai pas parlé des étrangers comme des gens qui ne respectent pas les lois de la République. Avec le propos que j'ai eu, j'ai simplement voulu dire que si nous accueillons trop d'étrangers, alors que nous en avons déjà accueilli beaucoup, nous risquons un jour d'avoir des problèmes avec les valeurs de la République, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'étrangers qui se sont assis sur les valeurs de la République. Ce n'est pas d'inventer quelque chose que de le dire, c'est la vérité. Donc d'abord, on gère nos vieux qui n'ont pas suffisamment pour vivre. On gère nos populations immigrées qui demandent qu'à s'intégrer, voire même s'assimiler. Et à ce moment-là, nous aurons peut-être ce qu'il faut pour les autres. Je suis sur la même position, Gérard. J'ai du mal à comprendre. Je sais que le conseil est long, mais ce sont des questions... Je ne connais pas toutes les questions que va poser Aix-au-Cœur. Je connais celle d'Aix-en-Partage. Je pense que ce sont des questions importantes qui méritent un débat justement préalable. Et donc c'est le moment de le faire et non pas à la fin quand tout le monde sera épuisé, quand plus personne ne sera là et tout le monde pensera au match de rugby France-Écosse. Non. Gaëlle. Oui, merci. C'est simplement une remarque sur la 0112, notre adhésion au réseau des villes cyclables, par rapport à ce que disait Madame la maire tout à l'heure et la demande de Claudier d'Aix-en-Partage de faire adhérer la ville d'Aix-en-Provence à un réseau de villes accueillantes. Simplement, remarquez bien que vous voyez bien que ça n'est pas parce que vous êtes adhérent du réseau des villes cyclables que l'on vous demande de faire des choses extraordinaires. Sinon, nous n'en serions pas encore au point où nous en sommes au niveau des pistes cyclables et des vélos dans notre ville. Donc vous voyez que nous pourrions tout aussi bien adhérer au réseau des villes accueillantes. Ok. D'autres remarques? Oui, pour prolonger l'intervention de Gaëlle, moi je me réjouis que M. Chevalier ait en charge ce dossier des pistes cyclables, parce qu'avec la rigueur et le sérieux qu'on lui connaît, je ne doute pas qu'il va s'efforcer de faire remonter Aix aux premières places du classement des villes cyclables, puisqu'aujourd'hui on est un peu dans les bas-fonds à la 38e place, suivant le classement de la DAVA. Bon courage, M. Chevalier. Oui, allez-y. Oui, bon, on y est tout à l'heure. On les prend complètement. Tu reprends après. Oui. Monsieur le Président de séance, je veux vous interpeller sur la délibération 0103, le partenariat avec la Banque des Territoires. Oui. Vous savez notre opposition à Aix-en-Partage sur la vente de l'ancien collège des prêcheurs. Or, nous voyons dans cette délibération que dans le partenariat, la convention de partenariat avec la Banque des Territoires, il était question que donc, la CDC accompagne la ville sur des projets structurants comme, au paragraphe 3.1.2, la rénovation du collège des prêcheurs. Donc nous, ça nous interroge. Nous nous demandons pourquoi on ne se saisit pas de cette occasion pour rénover les prêcheurs et les garder dans le patrimoine, un site exceptionnel qui est cher aux Aixois, je ne reviens pas dessus. Pourquoi cette utilisation systématique de la gestion dynamique du patrimoine dont nous parle Madame la maire dans sa vidéo d'hier, qui fait partie du schéma directeur immobilier et qui en gros est une rationalisation à outrance et la vente systématique du patrimoine. Nous à Aix-en-Partage, nous sommes
contre l'affairisme, nous sommes plutôt pour des projets structurants qui sont pour la collectivité, quoi. Enfin, un projet municipal structurant à destination de tous et pas de quelques-uns. Et donc on se demande pourquoi on ne s'est pas saisi de cette opportunité avec la Banque des Territoires, avec le plan de relance qui est censé aider les collectivités. Monsieur Zazoun l'a dit tout à l'heure, les commerces sont moribonds au centre-ville d'Aix. Le tourisme, malheureusement, fait défaut. Ce quartier des prêcheurs, effectivement, a besoin d'être redynamisé. Et nous disons oui, il faut le redynamiser, mais justement, là, il y a une proposition de rénover qui pourrait nous aider justement à un projet structurant. Or, vous avez choisi l'affairisme, vous avez choisi la vente et le fameux schéma directeur immobilier qu'on retrouvera dans la délibération 0403. Donc, on vous pose la question, pourquoi ? Oui, après. Moi, c'était sur la. Oui, pas sur la Claudie, même, hein. oui. C'est sur la 01, sur les apprentis, sur le dispositif des apprentis, la 101. Oui. 101. C'est quoi la question? Pardon? Oui, mais attends, je finis. Je voulais faire juste une observation. Bon, effectivement, il va y avoir une augmentation du nombre des apprentis, mais je me demande si la proposition qui est faite d'augmenter le nombre des apprentis à 4 est à la hauteur des problèmes. Alors, je citerai quand même 2 chiffres. Les jeunes de 16 à 25 ans, taux de chômage 22%. Ces mauvais chiffres, ils sont constatés sur la ville. Deuxième observation, l'apprentissage dans les entreprises publiques, qui est un levier pour l'emploi des jeunes, concerne surtout des jeunes diplômés, et ces chiffres sont confirmés par la mission locale, donc c'est quand même très préoccupant. Je m'aperçois quand même que la ville d'Aix-en-Provence, au fil des années, a diminué le nombre des apprentis, alors que ça résulte de la délibération, le Conseil national de la fonction publique territoriale va financer à 50% ces postes d'apprentis. Il y a 1% des effectifs de la ville qui sont des apprentis, ça représente 0,48% de la masse salariale. Donc je me posais la question, vu le contexte dans lequel nous sommes, est-ce que la ville d'Aix-en-Provence n'aurait pas pu faire un effort supplémentaire sur le nombre de postes d'apprentis qui est envisagé? Ok. Marc? Oui, après, moi je veux revenir sur le collège des prêcheurs. Parce que voilà une question essentielle, préalable, comme vous voulez, qu'il faut poser là, immédiatement. De quoi s'agit-il? Nous avons appris, les élus de l'opposition, dans des commissions de cession du patrimoine ou des commissions finances, nous avons appris cette vente qui, en quelque sorte, nous était présentée... Non, Marc, tu n'as pas eu la vente. Il y a eu la proposition de oui, vente. Alors la proposition, le projet de vente. La vente, elle n'est pas faite du tout. Hein. Oui, d'accord. Alors Gérard, on va dire c'est un appel à projet. Hein. Oui, un appel à projet. Nous étions, je ne sais plus, il y a une quinzaine de jours en commission, et dès le lundi, la mairie mettait sur le site, sur son site officiel, ce projet et ce dispositif pour aller vers la vente du collège des prêcheurs. Moi, j'ai quelque chose de très simple à dire là-dessus. Excuse-moi, je vais être un peu dur, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas au sens où c'est un bien municipal, communal, un bien public, et ce n'est pas parce que vous êtes en charge de la politique de cette ville et que vous représentez légitimement la majorité que vous pouvez, sur un sujet comme cela, décider unilatéralement d'un projet de vente. Il y a plusieurs possibilités pour ce projet, je ne reviens pas sur son histoire, ce qu'il symbolise pour Aix, il y a plusieurs possibilités, la vente n'est qu'une possibilité et elle ne nous semble pas en plus la meilleure. Pour l'instant, tu l'as dit toi-même d'ailleurs, nous n'avons pas de projet, vous n'avez pas de projet et vous allez plutôt vers la vente pour une unique raison, vous avez besoin d'argent. Lors de ma première intervention sur le budget en conseil municipal, j'avais alerté sur votre politique qui consistait à ne pas augmenter les impôts directs à Aix, mais à vendre un par un le patrimoine aixois au privé. Vous le faites déjà
avec les terres agricoles ou autres constructibles, que vous rendez constructibles à l'extérieur d'Aix ou dans la périphérie aixoise, et vous le faites aussi en centre-ville. Je veux faire remarquer qu'en plus, sur ce qui est évalué de cette vente, alors que ça représente 2 fois l'hôtel de Caumont, plus de 4000 m², vous prévoyez éventuellement, où il est prévu un prix de vente qui est à peu près conforme avec ce qu'a été celui de Caumont et qui est donc largement sous-évalué, pour ne pas dire intrigant ou dérisoire. Donc je tenais à dire cela de manière très forte. Et je veux le relier à autre chose. En fait, effectivement, ce partenariat avec la Banque des Territoires, c'est un partenariat qui peut être intéressant avec la Caisse des dépôts et consignations, un des bras armés de l'État, qui a effectivement de l'argent et qui a pour mission, dans l'après-crise, et nous espérons que nous irons vers l'après-crise, de rénover, réhabiliter les centres-villes, notamment commerçants, touristiques, de services particulièrement touchés. Et c'est le cas d'Aix-en-Provence. Parce que, Michael, malgré toutes les exonérations possibles et inimaginables, sur ce que l'on sait, c'est un commerce sur 2 à Aix qui est en danger aujourd'hui. Et la moitié des commerces pourraient même changer de main. Et d'ailleurs, la CDC n'est pas forcément contre le fait qu'ils changent de main, ces commerces. Et dans ce cadre-là, déjà très difficile, il fallait au contraire un projet extrêmement, dynamisant, public, pour le Collège des prêcheurs. Et malheureusement, ce n'est pas ce que vous nous proposez. Et pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Je l'ai déjà dit, j'ai une manière de vous définir. Vous êtes une république foncière. Vous êtes, en fait, aux mains et au service d'intérêts souvent privés, alors que vous vous réclamez la plupart du temps de l'intérêt public. Je voudrais terminer, et après j'adorerais terminer, en étant un peu moins sur le réquisitoire, mais en posant une question à Michael. Non, après ? Bon, après, parce que oui, par respect, je pense que Aix-au-Cœur veut parler du Collège des prêcheurs. Je reviendrai sur une question concernant les commerçants, mais après. Merci de m'avoir écouté. Si, Gérard. C'est une question pour l'ensemble de la majorité municipale, mais plus particulièrement Michael Zazoun qui a présenté les choses. Il y a eu un loupé. Il n'est pas que de la mairie parce qu'il est de compétence métropolitaine. Il y a eu un loupé, c'est de ne pas avoir exonéré nos commerces, notamment de la cotisation foncière des entreprises. Je sais que c'est de compétence métropolitaine et je sais de source sûre que la métropole s'est emmêlé les pinceaux et que du coup les commerçants qui pouvaient attendre là aussi une aide, une exonération, ne l'ont pas eu. Du coup maintenant, selon la loi fiscale, c'est au coup par coup et pour chaque commerce que ça doit se passer. Donc j'alerte là-dessus pour savoir ce que nous pourrions faire pour l'avenir et pourquoi la métropole a fait ce loupé alors que vous êtes partie prenante de la majorité métropolitaine. Et la deuxième question, c'est sur la facture de gestion de l'espace public. Michael, je voudrais que tu m'expliques, les bars et restaurants en ont été exonérés, je suppose, évidemment, puisqu'il n'y a plus d'activité, mais pas les autres commerces. Et un certain nombre de commerçants m'ont aussi posé la question. Non. Attends, Michael, je termine. Cette question n'est pas polémique, elle est pour eux importante, évidemment, en termes de survie économique. Voilà les deux questions que je voulais poser en plus. Merci. Bon. Bien, on va reprendre les rapports dans l'ordre. 101 sur les apprentis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite développer ce rapport ou pas, particulier ? Moi, je vais vous dire ce que je sais. C'est qu'on reconduit complètement le dispositif qui était à l'origine, alors que normalement, il devait s'éteindre. Et donc, le fait de reproduire ce dispositif, c'est un effort particulier. Et qu'en plus, dans cette reconduction, on augmente, comme tu l'as souligné, Gaël, on a reconduit l'effectif dessus. Donc, voilà ce que je peux dire à Claudie sur ce complément. Sur le fond, je suis totalement d'accord avec toi que
l'efficacité et l'importance des apprentis sur notre commune, c'est quelque chose de très très important. Je peux te dire que l'effort qui a été fait pour le CFA a été fait dans cette optique-là. C'était pas pour rien. On a fait un investissement très lourd, avec un bâtiment que vous avez peut-être pu apprécier, avec un fonctionnement très moderne maintenant. Il n'est pas question pour nous de ne pas pousser au maximum de nos possibilités les apprentis. Voilà pour le premier point. Sur le 02, il n'y avait pas de question. Le 1-0 droit, je ne répondrai pas sur les prêcheurs, je ferai à la fin sur le débat. En revanche, je vais répondre à la question qui a été posée concernant la Banque des Territoires, qui est élevée dessus. Je vais vous raconter une petite histoire là-dessus. Il y a longtemps, il y a quelques années, quand on a su qu'il fallait sans doute arrêter le collège des prêcheurs, on s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir penser pour ça dessus. On a commencé à penser. La première chose, la première piste qui est venue, Marc, je te l'ai dit parce que ça vient d'un de nos collègues de l'université que tu connaissais bien, qui est Joseph Pigny. Joseph Pigny est un professeur agrégé de droit public, constitutionnaliste, qui a quitté sa robe de professeur pour rentrer dans les ordres. Et il est devenu dominicain maintenant. Et quand on a réfléchi tout ça, on s'est rendu compte que l'origine du couvent, c'était les dominicains. Et évidemment, je me suis rapproché de lui, on se connaissait, je lui ai dit, mais est-ce que vous, dominicains, ne voudrez pas revenir sur le couvain, dans le couvain ? Et on a eu une réunion de travail chez Madame le maire, avec les dominicains et avec un archevêque, qui n'était pas l'archevêque de Marseille d'ailleurs, d'Aix, pardon, c'était un archevêque de Marseille. Et on a commencé la discussion. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que ça pouvait se faire, mais qu'il fallait que les dominicains aient une aide bancaire importante ou un appel de fonds. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais dans la discussion avec la Caisse des dépôts et consignations, c'est revenu ce thème. Et la Caisse des dépôts, elle dit, mais moi je suis prêt à faire un effort sur la base d'un projet important. C'est ça qu'il y a dans la Convention. Il n'y a pas dans la Convention concernant la Banque des Territoires, il n'y a pas du tout la prise de participation a priori sur... Non, il y a, si vous avez besoin d'un projet important, et je pense qu'on va demander à la Banque des Territoires de savoir s'ils peuvent se rapprocher des dominicains pour voir si ça peut se faire. Voilà une piste possible que je voulais souligner. Voilà, ça c'était le point important. Je suis d'accord, Philippe, avec toi sur le COPIL concernant le suivi tous les ans de l'année. Je vais le demander à l'occasion de la signature avec Richard Curnier, qui est le directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations et qui chapeaute un peu la Banque des Territoires qui est là-dessus. Mais je pense que ça, effectivement, on va le faire. On n'a peut-être pas besoin de rajouter un article, mais de prendre acte du fait que tous les ans, on demande une réunion pour faire le suivi de l'application de cette convention. Je pense qu'on peut le faire là-dessus. Voilà ce que je voulais dire concernant ce 103. Sur le 1, après on reviendra plus loin à la fin sur le prêcheur si vous voulez. Sur le 104, oui bien sûr Béatrice Bendelé m'avait posé des questions, on était en contact là-dessus, mais elle m'a demandé la première fois une question qui était incompréhensible pour moi. Je lui ai répondu, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu veux exactement? Elle me parlait, elle voulait savoir la liste des ERP. Les ERP, pardon, les établissements recevant du public. Et elle me dit les ERP publics. Alors, je ne comprenais pas la question, je lui ai demandé de préciser. Vous savez que ces établissements sont classés par catégorie, en fonction du nombre de gens qui sont ouverts. Vous savez que ces organismes sont contrôlés
par des commissions départementales et autres, hein, qui interviennent régulièrement pour vérifier que c'est conforme aux choses. Vous savez que globalement, sur la commune, il y en a presque 5000 de RP publics et privés. Donc je ne savais pas ce que voulait Béatrice là-dessus. J'ai demandé des précisions. Elle m'a répondu en me disant « Mais non, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les ERP gérés par la ville ». Alors, en ce qui concerne les ERP gérés par la ville, c'est très simple, hein, la réponse à la question. Il y a à peu près 200 établissements comme cela qui sont de recevant du public. Ça va du musée Granet en passant aux piscines, par exemple, des choses comme ça. Oui, c'est pas la ville, c'est la métropole, dans certains cas. Mais bon, la commune, c'est pas un problème. Donc, il y en a 200. Sur ces 200, on bénéficie depuis longtemps d'un agenda. Hein, c'est la réponse à la question. Ça remonte en 2015. Une discussion qui a eu à l'époque avec la préfecture, qui avait précisé que on pouvait mettre en place une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans cet établissement. Il fallait le mettre en place. On l'a mis en place à partir de 2017. À 2017, avec une aide qui est une aide apportée par le département, qui avait en particulier cette compétence, qui est une compétence de type social aussi, hein, là-dessus. Et on avait mis en place de l'ordre de 71 exactement établissements où on avait réglé le problème de l'accessibilité. C'était 70 sur 200. Quand on a épuisé ce premier travail, on vous propose aujourd'hui de remettre en place encore une aide avec le département pour 31. Hein, ça fera 70 71 et 31, ça fera 102 sur 200. On aura la moitié. Et on va continuer, dès qu'on aura fini l'autre, eh bien on reprendra un effort qui permettra, j'espère, d'arriver avant la fin du mandat, de mettre en accessibilité pour personnalité à mobilité réduite l'ensemble des EPR gérés par la ville. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même avoir, s'il vous plaît, cette liste des 200, justement? Bien sûr. La personne qui est derrière vous, là, qui est Marc Fauveau, est responsable en partie de cela et pourra vous donner la réponse là-dessus. Hein, pas de problème là-dessus. Maintenant, concernant l'autre question que vous avez posée là-dessus, la liste du patrimoine, elle est annexe. Hein, on tâchera de vous y répondre à un autre moment. C'est en cours de règlement parce qu'on est en train de mettre en place un logiciel de traitement de cette affaire-là qui n'était pas très bon jusqu'à présent. Là aussi, Marc Fauveau est à la manœuvre là-dessus. Parce qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure, mais le sujet me donne l'occasion de rebondir sur la remarque que je voulais faire. Bien sûr, le groupe Aix-en-Partage se joint à toutes les félicitations qui ont été faites et nous aussi nous félicitons l'organisation municipale pour ce qui concerne la crise Covid. Et que chacun a su prendre ses responsabilités et faire preuve de responsabilité dans les priorités qui étaient celles de la ville. Et je voudrais d'ailleurs à ce sujet rebondir sur la participation des agents municipaux. Nous avons vu, et d'ailleurs Marc nous tient régulièrement au courant, même si on ne se promène pas dans les pancartes de la ville d'Aix avec tout ce qui est dit dans les réunions du Covid, on est néanmoins au courant et on sait le travail que vous y faites. Mais je me pose une question, parce que les agents se sont beaucoup rangés, je me pose la question de la direction des ressources humaines. Comment vous allez faire pour gérer toutes les heures complémentaires, supplémentaires? Et j'entends aussi sur ce que dit M. Zazoun, sur les pertes de recettes de la ville. Est-ce que vous avez déjà commencé à négocier avec le gouvernement pour que celui-ci vous redonne un peu des cotisations et des dotations aux collectivités pour que vous puissiez faire face à ce qui va se passer aussi pour la ville d'Aix?
Je pense de l'envêtement, des pertes de recettes énormes. Donc, oui, ma question, elle est simple. Hein. Et j'espère que vous n'allez pas brader le patrimoine public pour rembourser l'investissement qui a été fait par tous les personnels de la ville. Ce serait dommage. Vous avez raison. Cyril, oui. Alors d'abord, on se félicite du retrait de la 401, sinon, on ne va pas en parler, mais on aurait eu des recours un peu contentieux. La question portera sur le 402, qui est la question du stade Carcassonne. Le stade Carcassonne est un dossier compliqué, puisqu'il y a, je crois, 2 ans et demi, vous avez cédé au titre gracieux au département une partie de parcelle pour faire le SDIS, un équipement sur cet endroit. Et c'est un espace qui est assez contraint, la plupart des équipements étant déjà là. Et en fait, vous nous proposez que la SPLA, qui intervient de plus en plus dans un grand nombre de dossiers, il faudra en discuter un jour sur cette intrusion, en fait, refasse une étude sur ce quartier d'aménagement. Et il y a plusieurs soucis. Alors le premier souci, c'est qu'à mon avis, l'enquête ne porte pas sur la question pertinente. C'est-à-dire que les résidents du quartier, ils ont un problème central qui est les problèmes de circulation, d'autant plus que la clinique Rambaud va être transformée en logement. Enfin bon. Et s'il y avait une enquête qui devait avoir lieu, plus que sur l'aménagement, c'est d'abord avant tout sur les flux automobiles. Et je crois que les dernières enquêtes qui ont été faites là-dessus datent de 4 ou 5 ans, au moment où il y avait encore la clinique. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait étudier. Mais ce qui est plus gênant, c'est qu'en fait, quelque part, c'est déjà fait. En fait. C'est-à-dire que le terrain a déjà été vendu pour le SDIS. D'ailleurs, on ne sait pas où on en est précisément, parce que ce n'est pas très clair. Visiblement, je ne sais même pas si depuis 2 ans et demi, vous avez réussi à leur donner. C'était une partie de ma question. Mais en fait, le schéma est déjà fait. Donc, pourquoi redonner une mission? En plus, l'OPA a déjà travaillé là-dessus. Pourquoi redonner une mission pour presque, je crois, 40 ou 50 000 euros à la SPLA de réaménagement de cette zone? C'est-à-dire qu'on a quand même des services dans cette ville, des gens de qualité qui sont dans les services de l'urbanisme, de la voirie, du transport. Pourquoi ils ne font pas ces travaux-là? Pourquoi ils ne se servent pas de l'enquête de l'OPA? Enfin, pourquoi redonner une mission comme ça? Est-ce que c'est le futur préalable à de nouveau une concession d'aménagement? Enfin, est-ce que c'est ça le marchepied? Enfin, on ne comprend pas le sens de redonner une mission à la SPLA là-dessus pour quelque chose qui est très contraint, qui est déjà presque aménagé, des décisions ont déjà été prises et qui ne touche pas le bon dossier, c'est-à-dire finalement la circulation ou les transports qui est central sur ce dossier. Donc on va voter contre cette délibération. Marc ? Oui, sur le rapport 406, Pont de l'Arc. En fait, c'est vrai que c'est un peu un prétexte pour une intervention qui ne concerne pas que notre ville, enfin qui ne concerne pas que, pardon, votre majorité, mais qui concerne notre ville. Marx Actu, la Provence, nous ont informés, il n'y a pas d'autre mot, parce que pour ma part, en tant qu'élu municipal, je n'étais pas informé, d'un projet immobilier de grande envergure qui se situerait au Creps. La région, qui est maintenant propriétaire, je crois depuis 3 ans, c'est l'État qui lui a concédé, a décidé de vendre une partie de ses terrains de sport à un promoteur. Il y a 3500 hectares. 3500 mètres carrés. Pardon, je me suis trompé. Donc, je disais que ces terrains de sport très connus à Aix, qui ont toute une histoire d'ailleurs, vont être vendus à un promoteur immobilier montpelliérain qu'on connaît mal, qui porte un nom attrayant au premier rapport, les villages d'or. Voilà. Mais on ne sait pas grand-chose de ce qui est en train de se passer. On ne sait pas grand-chose de ce qui est en train de se passer. Moi, je m'inquiète beaucoup. Je m'inquiète d'abord parce que il n'y a aucun projet, comment dire, là aussi, véritablement d'intérêt public. Il va y avoir, selon le permis de construire, dont on aurait dû être averti puisqu'il a été déposé, il aurait dû avoir un projet cohérent. Il y a visiblement un entassement d'immeubles qui vont se faire à cet endroit-là. Cet endroit, je le connais bien. Vous me laissez terminer quand même? Je connais. Voilà. Bon, je disais que cet endroit, je le connais bien.
Je suis un peu fatigué, madame, je ne vais pas assez vite, mais madame Joassin nous a tenu 2h30 quand même, elle toute seule, d'accord? Voilà. Donc je disais, ben oui, non, madame, je veux voir le match de rugby, je l'ai dit tout à l'heure, et puis je ne prends pas forcément plaisir à être très très longtemps avec vous, vous savez. Bon, donc, je disais, et oui, devant l'impolitesse, je réponds par de l'impolitesse. Alors, je disais, Gérard, parce que toi, tu n'es pas effectivement impoli. Je disais, un mot sur ce projet. Je veux le mettre en avant devant ce conseil municipal. Je disais donc que ce projet d'entassement d'immeubles, j'en connais non pas le contenu, mais je vois où ça se situe. Pas loin, il y a le projet auquel j'ai beaucoup participé, de la construction quand j'étais président d'université. La méga. Oui. Voilà, de la faculté d'économie et de gestion qui était chère. Pour moi, ça, c'est un projet prioritaire. C'est déjà un projet d'envergure qui fait qu'on construit un second pont en ce moment pour franchir l'Arc, parce qu'on sait qu'il va y avoir 2000 étudiants, qu'il va y avoir de la circulation et que c'est un endroit qui est déjà relativement construit et embouteillé. Et donc, ce projet, tel qu'il est aujourd'hui, me semble totalement contraire aux intérêts d'Aix-en-Provence. Monsieur Muselier et la région est de votre couleur politique. Visiblement, on a même des problèmes juridiques quant à la manière dont cette vente s'est faite sans appel à la concurrence et de gré à gré. Il n'est pas normal qu'il y ait eu cette procédure. Il n'est pas normal que nous ayons appris, pour certains, par la Provence ou Mars Actu, où était le problème. Je suis satisfait de voir que Jean-Louis Vincent, notamment, et vous-même, vous avez vous avez réagi à ce projet, mais je voudrais en savoir plus parce que je m'inquiète tout de même du poids de M. Muselier en ce moment, du poids de la région aussi face à ce que Aix pourrait proposer. Où en est-on? Peut-on changer encore ce projet? Peut-on l'aménager? Marc, on va te répondre. C'est très important pour ce quartier et Aix-en-Provence. Merci. On va te répondre. Monsieur Vincent, désolé, hein. Il n'est pas clos. La presse a quand même son utilité. À l'instant, effectivement, le promoteur initial se retire, mais un autre promoteur, Ogic, s'est porté volontaire, aux mêmes conditions, sauf le prix qui est augmenté et qui est bien un projet d'intensification urbaine. Voilà. Donc, il y a à nouveau un acquéreur. Et ils ont jusqu'au 31 janvier 2022 pour obtenir un permis de construire. Donc vous voyez bien que la pression va continuer. Et moi, je ne vous pose pas la question du PLU initial pour l'instant, mais je pose la question d'aujourd'hui. Comment vous allez faire résister à cela? Parce qu'effectivement, la région a hérité, entre guillemets, d'équipements extrêmement prestigieux au départ, mais qui étaient relativement en mauvais état. Elle le vend aussi parce que l'État lui a donné une situation qui n'était pas facile à gérer financièrement. Voilà. Donc comment on va faire pour résister à cette pression? Parce qu'encore une fois, je vous ai lu, Monsieur Vincent, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Si on construit là, s'il y a encore je ne sais combien d'habitants qui viennent, en plus des étudiants qui doivent arriver, ce quartier va être totalement impossible à vivre. Voilà. C'est ce qu'on pense nous aussi. Oui. C'est pour ça qu'on va résister, Marc. Mais on ne peut pas empêcher un promoteur de déposer un permis. Et ils viendront nous voir et on leur expliquera exactement ce qu'on a expliqué au précédent promoteur. Très bien, Monsieur Vincent, mais la région, vous pouvez discuter avec la région. Hein, voilà. Monsieur Muselier qui fait feu de tout bois pour être réélu à tout prix et qui a une politique lui aussi de vente aux enchères d'un certain nombre de biens publics. Résistez à Monsieur Muselier. Résistez à Monsieur Muselier. Il n'y a pas? Moi, je voulais une observation. Oui, Claudie. Une petite observation sur la 701, sur la Méjane. Bon, c'est un projet merveilleux, et puis la façon dont Madame Sicard de Nuel nous l'a présenté, ça donne à ce projet encore plus d'attrait. Hein. C'est un projet, c'est un lieu de vie, etc. Et c'est vrai qu'à la commission urbanisme, nous avons examiné également le projet d'aménagement du cinéma Cézanne. Et c'est des grands projets, et effectivement, on ne peut qu'adhérer à ces projets.
Mais comme on a très, très mauvais esprit, moi, dans ce qui m'interpelle, vous parliez de cette culture pour tous, de la gratuité de cette Méjane. Et je me posais comme question quand même les difficultés qui se posent dans les quartiers, notamment par manque de bibliothèques. C'est cette soif de culture, il faut qu'elle soit partagée, qu'elle soit accessible effectivement à tous. Et quand on pense par exemple à la petite bibliothèque des Deux Ormes, au Jas de Buffon, qui mériterait quand même des aménagements, il y a depuis 10 ans, il y a une bibliothèque qui doit se faire dans les quartiers Sainte-Trope, on n'a toujours pas de bibliothèque. Je pense quand même que le centre-ville présente quand même des difficultés d'accès pour une certaine population qu'il faut faire venir, mais c'est quand même compliqué. Hein. Et je pense que peut-être lors d'un prochain conseil municipal, si ce n'est pas aujourd'hui, Marc interviendra sur les hameaux de Martelly, où quand on est allé les voir, ils nous ont dit mais il y a eu des élections à Aix, mais ils ne savaient pas qu'il y avait eu des élections municipales, et ils ont parlé également des problèmes de bus, ils n'ont plus d'accès aux bus. Donc il y a un véritable problème d'accessibilité, la culture doit être ouverte par tous, et vu le budget que représentent ces projets auxquels j'adhère naturellement avec conviction, est-ce que vous pourriez donner des éléments sur ces bibliothèques de quartier qui doivent également être vivantes et offrir aux habitants un accès à la culture sur place également? Oui, Gaëlle? Oui, j'avais prévu une intervention un peu complète, mais je vais le faire vraiment en synthèse. Je voulais intervenir sur la question de la précarité étudiante. Donc, si vous voulez, on le fera plus tard en dehors du conseil, mais simplement pour dire que vous avez mis en place une structure, un conseil étudiant. Servez-vous de cette structure peut-être pour mener des actions qui soient complètes, parce que là, vous avez des actions qui sont un peu au coup par coup. Alors, sur le fond, c'est bien, je veux dire, on va le voter, ce rapport, c'est pas un souci, mais ça manque de vision à moyen et long terme. C'est un peu du saupoudrage, c'est dommage, ça part d'une bonne intention, mais ça pourrait être structuré de bien meilleure façon. Voilà, je m'en arrête là. Merci. Gérard, je peux répondre rapidement? Oui, bien sûr. Nous avons fait plusieurs réunions avec ex-conseil étudiants et nous prenons toutes les informations qu'ils nous donnent pour pouvoir répondre à leurs besoins, aux besoins des étudiants. C'est de là que partent nos actions. Et sur la précarité menstruelle, justement, c'est pas du coup par coup. On vient pallier un manque puisque les protections hygiéniques seront gratuites à partir de septembre pour les... C'est ce que le gouvernement a annoncé et on vient justement répondre à ce manque jusqu'à septembre prochain. Voilà. Et c'est avec les étudiants d'ex-conseil étudiants qu'on a travaillé là-dessus. Hein. Oui, enfin, votre réponse ne fait que confirmer ce que je dis. Il n'y a pas d'action globale, il n'y a pas de vision globale. Vous auriez pu présenter un projet global sur la situation des étudiants aujourd'hui. Vous faites du coup par coup. Paf, ici la précarité menstruelle. Paf, ici une distribution d'aide avec un tel. Ici une distribution d'aide avec bidule. Ici ceci. Il faudrait structurer cela. Il y a des besoins qui sont des besoins structurels. Ça demande une réponse structurelle. Oui, je ne voudrais pas entamer ma popularité en allongeant trop ce conseil municipal, mais juste un petit mot par rapport à la remarque de Gaël L'Enfant. Oui, bien sûr, au fur et à mesure que vient la signature d'une convention ou un projet, on le passe au fur et à mesure en conseil, ça on le comprend. Mais je pense que le sujet est si important qu'il faudrait qu'il y ait une présentation d'ensemble du plan étudiant, de la ville et de ses actions aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'acteurs qui interviennent, et c'est normal. L'université, AMU aussi, communique sur ce qu'elle fait. L'université, il y a les actions maintenant de l'État avec le rectorat. Il y a un partenaire effectivement qui est devenu très important, qui est l'hôpital de Montpellier, etc. Mais ça, c'est toutes les institutions qui interviennent. Mais à un moment donné, il faut que la mairie, même si elle n'est pas porteuse de toutes ces actions, parfois elle est partenaire et c'est normal, il faudrait qu'à un moment donné, dans ce conseil, on ait une vision d'ensemble de ce qui a été fait, et ça manque. Et pourquoi je le demande? Non seulement parce que Aix est une ville universitaire qui vit, je l'ai déjà dit, de ses étudiants, mais parce que, vous le savez, si ça devient si important, si à chaque conseil on en parle, c'est que la situation est vraiment dramatique, et elle va être dramatique dans la durée.
elle ne va pas s'arrêter cet été et en septembre, on recommencera et ça ira mieux. On espère que ça ira mieux au niveau sanitaire, bien sûr, avec la crise Covid, bien sûr. Mais les conséquences, elles vont s'étendre. Ça ne sera plus comme avant pendant un long moment et il n'est pas sûr d'ailleurs que l'on revienne à l'état antérieur. Donc, je crois qu'il faut que, à un moment donné, vous nous présentiez un projet d'ensemble là-dessus et pas seulement, même si vous devez le faire, hein, je comprends, hein, Madame Bianco, au fur et à mesure, vous devez présenter les projets, ça c'est vrai. Bon, dernier mot sans être trop long. Je ne veux pas être polémique, mais je veux l'être un peu. Quand j'entends que M. Dijon nous dit qu'il ne récupère pas les étudiants, je ne dis pas l'action que vous faites auprès des étudiants, mais les associations étudiantes, alors là, les bras m'en tombent, parce que je ne voudrais pas aborder votre endogamie avec ce syndicat. Ce syndicat tu voudrais pas qu'on récupère l'UNEF quand même, non ? Ce syndicat détestable qui est l'UNI, et là, on pourrait avoir une longue discussion. En ce moment, c'est l'UNEF qui est cloué au pilori. Mais le syndicat qui pose problème en France depuis 20-30 ans, mais j'espère que tu es d'accord. Et de l'extrême droite, c'est l'UNI. Et vous êtes en accointance avec l'UNI. Non, mais ce n'est pas le sujet du débat, hein, Monsieur Pénard. Tu as le droit d'être polémique, Marc. Mais ne défends pas l'UNEF. Je ne peux pas. Non, mais je ne défends pas l'UNEF. Comme ils sont cloués au pilori en ce moment, je dis juste que dans vos relations avec les associations étudiantes, vous avez une relation privilégiée avec l'UNI qui a paradé avec vos policiers, qui s'est fait prendre en photo. Ne revenons pas là-dessus. Ça, je ne veux pas l'entendre. Tout le reste, je discute, mais pas ça. Gérard, en ce qui nous concerne, il n'y en a plus. Effectivement, elles ont été épuisées puisqu'il y a eu l'intervention sur les villes et les territoires accueillants de Claudie Hubert. On a parlé également, je ne me souviens plus de quoi on devait parler, je commence à être fatigué, du collège des prêcheurs, pardon, qui était quand même l'affaire du moment, et avec l'affaire terme. Et sur les étudiants, j'attendrai un conseil ou un débat de fond pour faire nos propositions en la matière qui pourront s'ajouter à l'action qui est menée. Voilà. Okay, merci. Je voudrais quand même, Marc, répondre un peu à l'intervention que tu avais faite par écrit concernant la Logirem. Tu te souviens Oui, des choses. Depuis ton intervention, peut-être aussi à cause de ta mobilisation là-dessus, ou grâce, hein, peut-être pas à cause, mais grâce, on s'est rapproché de Logirem déjà et on s'est rendu compte que plusieurs choses. D'abord, on s'est rendu compte que dans cette période de pandémie, les bailleurs sociaux en général étaient vraiment à la peine, si je puis dire, et que ça posait des problèmes terribles dans les relations avec les locataires. C'était très, très difficile. Il n'y avait pas que la Logirem qui avait des problèmes. Ça remontait de partout. Donc, il y a vraiment une mobilisation à faire à côté des bailleurs sociaux. Pardon, excuse-moi. Concernant la Logirem, on a eu des réunions avec eux et ils ont mis en place concrètement. Voilà la liste des choses que l'on m'a rappelées, si tu veux, qui vont t'intéresser. Et il y a une mise en œuvre d'une collecte renforcée des encombrants qui a été faite grâce à un chantier d'insertion qui va se mettre en place très bientôt, là, tout de suite, c'est en place. Il y a une intervention prévue aussi sur le système de chauffage. Il faut que tu saches que le système de chauffage, il est très compliqué là-bas. Il est géré par Dalkia, une boîte privée, dans un groupe de plus de 25 logements qui sont compliqués à gérer. Et la Logirem a demandé à Dalkia de faire une intervention lourde dessus, normalement, qui devrait être en place. Il y a eu l'idée de mettre en place des logettes pour la collecte des ordures dans les groupes d'immeubles là. Et puis une action aussi d'un chantier global de réhabilitation du patrimoine du Jas de Bouffan de la Logirem. J'étais d'accord avec toi sur le fait que la Logirem était un de nos bailleurs sociaux qui avait
le moins gérer ces choses et qu'il fallait faire un effort à l'égard de la Logirem. Et je pense que c'est en train de se mettre en place. Il y a une chose que je ne peux pas accepter dans ce que tu avais écrit, c'est quand tu écrivais que, je te cite, que ce bailleur ne paye pas d'impôts fonciers et de taxes foncières. Ce n'est pas le cas. Il est simplement bénéficiaire d'une réduction de 30% de la taxe foncière, mais ce n'est pas la décision de la ville, c'est le résultat de décisions nationales là-dessus, hein, pour des opérations qui sont des opérations considérées dans des quartiers prioritaires. Hein, et cet abattement, hein, c'est un abattement sur les taxes foncières, n'est que de 30%. Ça ne ramène pas l'impôt foncier à zéro. Hein. Voilà, je voulais simplement apporter cette précision sur cette... voilà, pour les autres, je suis d'accord avec toi.